Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, on va recevoir la députée Chantal Boulou. On va fonctionner en table ronde. Donc, les élèves qui ont prévu de poser des questions vont être appelés à venir s'asseoir ici. Je vous informe aussi que nous sommes en direct sur YouTube, donc à l'aide des 3 caméras qui sont là-bas, ainsi que la régie. Toujours un peu plus de pression. Donc, vous inquiétez pas, on vous donnera la parole. Soit moi, soit Enzo communiquera vos prénoms et vous pourrez... on vous donnera le micro et vous prendrez la parole. Donc, à la suite des élèves que je vais appeler, vous allez pouvoir venir vous asseoir ici. 2 petites secondes. Sauf le violet. Alors, j'ai Romane en 1HGGSP. Est-ce qu'elle est là? Je ne sais pas c'est quelle classe. Tu t'assois où tu veux. J'ai... Ouh là là. Ça va être compliqué à lire. Je m'excuse d'avance. Mohamed Jad. J'ai pas la suite. Allez-y, je pense qu'il y a assez énorme. Je pense que c'est Jade Beau, de M. Bertolon. Jade de M. Bertolon. Excuse-moi. Oui, c'est Jade Beau. Je vais appeler Jules Vimon, s'il vous plaît. Jules Vimon. Benjamin, du CVL. Je ne sais pas où t'es, Benjamin. On va te les redonner, si tu veux. Est-ce que, Enzo, tu peux m'attraper des questions, s'il te plaît, sur son parcours pour donner à Benjamin? Et je vais avoir besoin de Léane en TMCV. Alors, je vais faire le casse-pied. Mesdemoiselles, vous allez pouvoir venir sur les 2 places là. Je suis désolé. Hop. Voilà, c'est son parcours. Ah d'accord, On fait par... Ouais, tu peux t'asseoir là. Donc on va attendre la députée. Oui. Alors... Vous pouvez vous lever pendant la conférence, prendre des... Dites-moi. Yoni, c'est quelle question qu'il avait? C'était sur quelle question? Harcèlement scolaire, ça doit être en question d'actualité, je vérifie. Je regarde un truc. Ouais. Mon iPhone sur le live, là vraiment j'ai un peu... Lily. Non, ça marche pas. Ah non, c'est pas possible ça. Ça lag. Tiens. Question d'actualité. Je vous ai pas, Madame Maurice. C'est bizarre, je vous ai pas. Ça a changé, on avait dit que c'était Yoni, du coup c'est Léa. Ah non, je l'ai là-bas. Léa, elle l'a pas. Alors Léane, on m'a dit quelles sont les plus... si, attendez, je peux vous en donner une. Question... Non, c'est pas celle-là. Alors excusez, il y en a plusieurs. Sa vie de député, non. Toujours pas. Vous la recopiez, sinon je vais vous donner. Ouais, je veux bien que vous la recopiez, parce que je crois pas que je vais avoir la feuille. Attendez, je vous la donne, elle est là. Ça va être ceci. Ah oui, ouais. Je peux en prendre une là-dedans ou c'est votre fil rouge ça? Ça, c'est notre fil rouge, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous ayez la bonne. C'est sa vie de député que vous devez avoir. Ah oui, allez-y, à ça, vous pouvez. Vous m'avez dit son prénom? Léane. Donc c'est la première, table ronde. Son parcours, c'est ça. Léane, c'est quels sont les plus grands changements dans votre vie depuis que vous êtes député? Je te laisse aider, Madame Maurice. Du coup, pour faciliter la conférence, je vous demanderai le silence quand vos camarades prendront la parole. Là, on attend que la députée arrive. Oui. Tiens, j'en profite. Est-ce que tous les élèves qui doivent poser la question ont leur question? Question bête, mais simple. Tout le monde a sa question? Qui? Je vous repère facilement, on n'est pas beaucoup. Hein.
Je te laisse la parole, Enzo, j'arrive, je vais voir si la députée arrive. Donc, tu veux que je fasse quoi? Tu peux dire qu'on passe sur le On va passer dans le journal en fait. Ouais, dans le journal. Ah, ça va être incroyable. Donc là, on va patienter quelques instants parce qu'il y a la députée qui va pas tarder à arriver. Donc quand elle arrivera, on vous demandera le silence et puis des applaudissements pour l'accueillir comme il se doit, parce qu'elle a accepté aimablement de prendre son temps pour venir nous rencontrer dans notre lycée. Donc voilà, elle arrive tout de suite. Hop, c'est bon. Tac, je vous donne la parole tout de suite, monsieur. Alors, je vais vous demander un petit peu de silence pour accueillir du coup Chantal Boulou, qui nous rejoint. On lance le direct. Alexandre, le direct est lancé? Ouais. Hop, allez, je vais prendre le micro. Merci. Là, c'est très bien, là, monsieur. Oui, c'est ce que je demande. Première, terminale, seconde, de tout voie générale, pro et technologique. Ok. Je vous laisse commencer, monsieur Léon. Alors, bonjour à tous. Donc, Madame la députée, le lycée de la Fontaine des Eaux est très heureux de vous accueillir. Heureux pour plusieurs raisons. Heureux de vous voir accorder du temps à des futurs citoyens, d'expliquer pour certains, mais on va dire qu'ils n'ont pas redoublé. Donc, pour des futurs citoyens, de pouvoir voir un élu de la nation, de comprendre son rôle et de rendre concret aussi le régime parlementaire. Heureux de vous voir aussi car nous vivons une époque instable. Le régime démocratique est quand même attaqué de façon assez brutale un peu partout dans le monde. Et je pense qu'il faut que nous soyons vigilants justement sur ce repli sur le sectarisme et le communautarisme. Alors notre régime, notre démocratie laïque, elle est perfectible, hein, mais elle garantit quand même un certain nombre de droits aux citoyens, le droit de penser librement, de croire ou de ne pas croire, et puis aussi d'un certain nombre de droits qui lui permettent de vivre sa vie en fonction de ses orientations. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit très très vigilant sur ces choses qui nous semblent acquises, mais qui peuvent être mises à mal. Et il faut vraiment être très vigilant dans l'avenir. Et cet avenir, j'ai confiance dans cet avenir parce que nous l'avons devant nous. Je vous remercie, Madame la députée. Oui, vous essayez. Asseyez-vous. Bonjour à tous les élèves. Alors, moi, je vais faire un mot très court, hein. Je suis très heureux de vous voir ici. On avait invité Madame Boulou il y a fort longtemps et on est très heureux de la recevoir. Ça va être intense, je pense. On va avoir 3 tables rondes en fait qui vont s'enchaîner avec des élèves qui vont poser différentes questions à la députée, qui vont la mettre sur le gris, hein, qui vont lui poser les questions les plus difficiles possibles. Et globalement, je vous souhaite un très très bon moment. J'espère que vous serez à la hauteur de l'événement. Et puis qu'on pourra poursuivre ça avec plaisir. Merci, au revoir. Donc pour la première table ronde, le sujet principal c'est le parcours de la députée. Et on avait déjà une question de Romane de la première spécialité AGGSP.
Quelle étape ou éléments de votre vie vous ont amené à vous engager en tant que député? Alors, vous dites que vous m'aviez déjà sollicité depuis un grand moment. Alors, moi, je voudrais répondre quand même que je ne suis nommée que depuis le 1er août, puisque j'ai un parcours un petit peu atypique. Jusqu'au 1er août, j'étais directrice d'EHPAD et j'étais suppléante d'Hervé Berville. Donc, nous avons été élus en juin, mais moi, quand Hervé est parti donc, au ministère de la Mer, moi, je n'ai été élue que le 5 août. C'est pas faute d'avoir entendu la demande, mais il fallait juste trouver un moment. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça par rapport à mon parcours. En fait, moi, je me suis engagée très vite comme bénévole dans beaucoup d'associations, que ce soit l'Enfant dans la ville, ça va parler à beaucoup de gens, la Fête des Remparts et le Festival de Beauvital. Je suis bénévole depuis je sais pas combien d'années. Et en fait, au fur et à mesure de cet engagement, je crois qu'on arrive aussi à un engagement, je dirais, politique, parce que c'est par la demande du maire de Dinan qui est venu me chercher, qui m'avait repéré donc, dans ces associations. Et j'ai senti, mais moi j'ai toujours eu envie de m'investir pour les autres. Je vous dis, je suis aussi directrice EHPAD et avec un parcours d'infirmière. Donc le besoin de me rendre utile, de servir et de trouver un épanouissement en dehors de mon travail. Et ça a été donc la vie associative. Et au fur et à mesure, voilà comment je suis arrivée donc, dans la politique. Merci. Et donc, on avait Jade Beau qui avait 2 questions. Quel est votre parcours universitaire pour arriver à occuper cette fonction? Donc, alors, merci pour la question. Du coup, j'avais un peu anticipé. Donc, moi, j'ai fait une école d'infirmière. Et j'ai été infirmière à Dinan pendant quelques années en chirurgie digestive. Puis j'ai fait l'école des cadres et l'école de directeur d'EHPAD. Et donc voilà. Et après, j'ai rencontré Hervé Berville lors des négociations. Ça va peut-être pour parler pour certains, ce qu'on a appelé le Ségur de la santé. C'était la réforme des salaires des soignants, aides-soignantes et infirmières. J'ai rencontré Hervé Berville qui était donc déjà député. Et je l'ai accompagné au ministère de la Santé. Nous avons œuvré pour cette réforme. Et lors de sa réélection, de sa candidature pour ce nouveau mandat, il est venu me chercher comme suppléante. Et voilà, je suis l'aventure aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller dans le domaine de la politique? J'ai envie, je crois que quand j'ai dit oui à Hervé, c'est l'envie de voir des choses changer. Le besoin de cet intérêt général pour le quotidien des gens, l'envie de voir les choses changer. Je dis que peut-être que je pouvais effectivement apporter cette aide, faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, je participe. Je vois qu'il y a énormément de choses à faire. J'arrive pas à tout faire, mais je suis dans cette lignée. Et c'est ce besoin de me rendre utile pour le quotidien des gens. Donc merci beaucoup. Pour la prochaine question, elle vient de Jules. Donc, je peux te passer le micro. Bonjour. Est-ce que vous pensez que votre expérience en tant que directrice d'EHPAD, elle peut vous apporter un plus de votre activité actuelle de députée? J'espère bien. Je suis même convaincue. Alors, donc, je suis arrivée en fait à l'Assemblée nationale en commission d'affaires étrangères. Parce que c'est la règle. Je reprends la commission que Hervé Berville avait, mais je pense que mon expertise de professionnel va être utile. J'ai la chance, et je viens d'être nommée donc au mois de la dernière semaine de décembre, je l'ai appris comme un cadeau de Noël. Je suis nommée présidente du groupe d'études Alzheimer. Donc là, mon expérience va être tout à fait mise à disposition des autres députés. Je crois que c'est aussi ça, c'est que même si je ne suis pas dans la commission affaires sociales, bien sûr, c'est mon souhait d'y être, j'ai fait la demande, mais il faut que quelqu'un puisse échanger avec la commission affaires étrangères. Donc aujourd'hui, même si je ne suis pas dans cette commission, j'apporte mon expérience aussi aux autres députés. On s'enrichit entre nous.
c'est très intéressant et j'espère bien que mon expérience, par contre, va servir non pas que par mon expérience professionnelle en tant qu'infirmière, en tant que directrice EHPAD, mais aussi répondre aux besoins justement des personnels, des personnes âgées. Donc oui, je pense que je vais pouvoir, j'espère bien être très utile dans ce domaine. Pour la prochaine question, elle vient de Benjamin, donc engagé au conseil de vie lycéenne. Donc moi, à la base, j'avais 2 questions, mais finalement, je vais vous en poser qu'une, puisque je considère que vous avez déjà répondu grandement à la première question. Donc moi, j'aimerais vous demander quelles émotions avez-vous ressenties lorsque vous avez appris que vous avez été nommé député donc à la place d'Hervé Berville. Je crois que la première réaction, ça a été de pleurer. Alors, je vais tout vous dire, je vais tout vous raconter. J'étais donc bénévole au festival de Bobital jusqu'à 1h du matin et Hervé m'a appelé à 8h30 le lundi matin pour m'annoncer qu'il était pressenti secrétaire d'État à la mer. Et donc là, ma première réaction, c'est de me dire « Waouh, qu'est-ce qui va m'arriver là ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Mais j'ai surtout eu cette pensée tout de suite pour les résidents de l'EHPAD où j'étais. Je savais ce que ça voulait dire. J'avais 1 mois, en fait, pour quitter l'EHPAD, ce que je n'avais absolument pas anticipé. Donc ça a été, et je crois que ça a été ça la plus grosse émotion. Après, je dois dire que quand mes 2 filles m'ont dit « Waouh, maman, c'est génial », là, ça a été une autre émotion, ça a été de la fierté. Puis la fierté aussi d'être, de suivre Hervé Berville, quoi, parce que franchement, c'est une personne remarquable. Enfin, c'est du bonheur, quoi, d'être maintenant. Je peux toujours compter sur lui. Enfin, voilà, du bonheur aujourd'hui. Mais la première émotion, ouais, ça a été des pleurs. Et donc, on a une dernière question pour ce premier thème sur le parcours de la députée. Elle vient de Léane. Bonjour. Quels sont les plus grands changements dans votre vie depuis que vous êtes députée ? Le plus grand changement, c'est le rythme. Je comptais pas mes heures en tant que directrice EHPAD, mais là, sont beaucoup plus d'heures encore de présence. C'est très intense et c'est surtout les déplacements sur la vie parisienne. Je suis à Paris obligatoirement mardi, mercredi, voire plus, voire des semaines entières. Le député, c'est 8h du matin, minuit, à l'Assemblée, tous les soirs. Donc, c'est ce rythme-là qui a été pour moi un grand changement. Mais surtout, oui, les trajets sur Paris, la vie parisienne. Je suis une dinanaise avant tout et j'aime tellement Dinan que... Mais on s'habitue. Et la preuve, c'est que quand là, il y a eu une interruption de 15 jours, j'avais hâte de retrouver les autres collègues députés là-bas à Paris. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter les élèves assis à aller se rasseoir. Et je vais appeler donc les prochains élèves. Je vais appeler Naël de la classe de Madame Delon à venir. Je vais appeler Luna de la classe de Madame Delon. Je vais appeler Julite. Je vais appeler Nathan, Marion et Léopold. Marion et Léopold de la classe de Monsieur Bourrien. Je vous laisse vous placer autour de Madame la députée. Si à un moment vous avez soif, on vous a mis ce qu'il faut. Il me reste de la place, parfait. Je vais réinviter Benjamin, revenir encore. Je ne sais plus où t'es. T'inquiète. Je te la donnerai quand tu l'auras. Alors, on est reparti. Je vais inviter Naël à poser sa question. Naël, je ne sais pas où tu es. D'accord, j'ai un petit plan. Luna, je te laisse poser ta question. Bonjour, alors ma question c'est, pour vous, à quoi sert un député ? Alors, député a, je dirais, 2 fonctions. La fonction première, c'est de participer à l'élaboration des lois. C'est ce que l'on fait quand nous sommes donc à Paris. On participe à l'élaboration, aux propositions de loi.
Et la deuxième partie de la mission d'un député, c'est d'être sur la circonscription et d'entendre, de rencontrer les gens qui ont des difficultés. Ça peut être des difficultés administratives, ça peut être toutes sortes de difficultés, qui viennent nous rencontrer et essayer, en tout cas, de faire remonter les inquiétudes ou les besoins des personnes du territoire. Et d'ailleurs, à ce propos, je n'ai pas présenté les 3 personnes qui m'accompagnent aujourd'hui et qui sont effectivement mes collaborateurs. Donc, Lucas le Grand, qui est le collaborateur sur Paris, parce que c'est ça aussi la mission du député, c'est d'être assisté de collaborateurs, et je crois que c'est important que vous les connaissiez. Parce que, Sandy, qui est collaboratrice sur Dinan, mettez-vous debout, voilà, et Melvin sur Dinan aussi, donc qui sont chargés effectivement d'organiser mon agenda, de prendre les rendez-vous et de participer aussi à la préparation de mes discours, à mes interventions. J'ai porté la semaine dernière la proposition de loi sur la réforme des aides des sages-femmes, pardon. Et j'ai beaucoup travaillé avec Lucas sur Paris pour préparer cette proposition de loi. Merci madame. Julite. Avez-vous la liberté d'expression à l'Assemblée nationale? Oui. Oui, la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut partager tous nos sujets et éventuellement donner son avis, être d'accord ou ne pas être d'accord. Ça, c'est une liberté d'expression. Ensuite, je crois que ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que par rapport à cette liberté d'expression, je crois qu'il y a quand même des limites. Vous avez sans doute eu l'occasion de regarder des débats à l'Assemblée nationale, et j'espère que vous n'avez pas cette attitude avec vos professeurs, parce que quelquefois, on dépasse un peu les limites de cette expression. Vous avez aussi, je pense, vous, la liberté d'expression avec vos enseignants, mais avec respect. Et quelquefois, là, on est dans une configuration aujourd'hui où, quelquefois, cette liberté d'expression est vraiment bafouée. D'accord, merci. Je vais inviter Nathan à poser ces 3 questions. Qu'aimez-vous le plus dans votre fonction et est-ce que votre expérience en tant que député vous donne envie de poursuivre dans une carrière politique? Si oui, quelle fonction vous plairait-il d'exercer? Alors, par rapport je vais tout de suite répondre à la question sur l'avenir. Oui, j'ai envie de continuer, sauf qu'à un moment, il y a aussi un âge qui fait que peut-être que je sais pas, pour l'instant c'est trop tôt parce que je viens de démarrer. Je pensais pas que j'allais me prendre au jeu à ce point-là. Vraiment, je trouve ça passionnant et j'ai envie de m'investir encore plus. Bon, après, les journées ne font que 24 heures, donc je peux pas faire plus. Mais oui, j'ai envie de continuer, j'ai envie de progresser, j'ai plein de choses à apprendre. Pour l'avenir, c'est vraiment trop tôt. Donc je vous répondrai pas aujourd'hui. Je vous répondrai quand je vous reverrai dans quelques temps. Et la première question, excusez-moi, du coup, qu'est-ce que j'aime le plus, ça? Si je vous dis venir rencontrer des étudiants, ça peut être la première réponse. Non, c'est vrai que l'échange avec les plus jeunes, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Aujourd'hui, par contre, participer à une proposition de loi, c'est vraiment passionnant. D'apporter ses idées, je trouve ça extraordinaire. Et la rencontre, évidemment, avec les citoyens. Mais c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup avant, et avec maintenant des rôles différents. Mais je crois que j'aime les gens et que j'ai envie d'être auprès d'eux, de répondre à leurs besoins. Merci pour toutes ces réponses. Marion. Madame la députée, bien qu'étant membre de la majorité présidentielle, seriez-vous prête à voter contre une loi proposée par votre parti politique si elle devait ne pas correspondre à vos valeurs? Waouh. Oui. Si je ne peux vraiment, si ça répond absolument pas à mes valeurs, je voterai pas. Quitte peut-être à m'abstenir.
Mais c'est pas parce que le parti pense une manière que je suis absolument obligée de suivre. Par contre, je pense que j'aurais fait tout ce que je peux avant pour en discuter et pour essayer de dire le pourquoi je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'effectivement, là, on va avoir... alors, je ne parle pas de l'actualité tout de suite, mais je sais qu'on va avoir une loi qui va arriver mi-année, où ce sera compliqué, et je sais bien qu'on va avoir des idées très divergentes dans le parti. Donc, je vais tout faire pour essayer de comprendre pourquoi les autres veulent arriver à cette loi. D'accord, merci. Léopold. Moi, je voulais savoir comment se sont passés vos premiers mois au sein de l'Assemblée nationale. Alors, l'arrivée n'a pas été évidente pour moi, parce qu'en fait, c'est comme si vous imaginez, vous arrivez en milieu d'année dans une classe. Hein, quand on arrive au mois de juin tous ensemble, il y a un accueil, il y a des explications. Moi, je suis arrivée donc le 3 octobre à l'Assemblée et tout le monde était déjà bien installé. Je ne dis même pas ceux qui avaient déjà fait 2 ou 3 mandats, alors c'est encore autre chose. Donc, arrivé au mois d'octobre, et alors, non pas que les autres députés ne veuillent pas vous aider, mais tout le monde est pris dans son emploi du temps et on ne se rend pas compte que quelqu'un de nouveau arrive. Moi, je l'ai vécu récemment et je me suis dit, alors, il faudra que je sois plus attentive à l'arrivée de quelqu'un. On a eu quelqu'un qui est arrivé au mois de décembre parce qu'il y avait eu des réélections, mais en fait, on a la même attitude. C'est pas qu'on ne veuille pas aider la personne, mais on est pris dans le rythme et de toute façon, c'est un marathon tout le temps entre les commissions, l'hémicycle. Donc voilà, maintenant c'est pas évident. Le Palais Bourbon, j'espère que vous y viendrez, que vous viendrez voir un débat, pourquoi pas. Mais c'est une très très grande maison. Il y a de quoi s'y perdre. Il faut se débrouiller à trouver les salles de commission, les salles d'audition, mais on y arrive, même si c'est une grande maison. Benjamin va vous poser des questions. Merci. Pardon. Donc moi, j'aimerais vous demander comment définiriez-vous les qualités ou défauts dont doit disposer un député dans son travail ? Je vais peut-être vous dire juste les qualités. Donc les qualités, c'est première chose, c'est l'organisation du travail. La première qualité, c'est peut-être plutôt quand même d'être à la proximité des gens. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aimer les gens, il faut aimer cette relation, aller vers l'autre. Mais une grande qualité, c'est l'organisation. Alors moi, je suis tranquille hein, quand je vois que quand on sent que je déborde un peu, j'ai 3 personnes là qui me rappellent à l'ordre. Donc j'ai pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que quand je dis organisation, c'est tout simplement aussi parce que c'est un tel marathon dans nos rendez-vous, dans une journée, qu'il y a des moments où on est un peu désorganisé. Donc si on n'a pas un agenda bien calé et une équipe très présente, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est peut-être cette qualité, et il faut pas avoir peur de compter ses heures. C'est un travail énorme, des heures et des heures de travail. Donc, parce que alors, vous imaginez bien que tout à l'heure, vous m'avez fait référence à mon passé. Donc, pour tout ce qui est l'expérience professionnelle d'une infirmière, des EHPAD, évidemment que je maîtrise. Mais il y a plein de sujets que je ne maîtrise pas. Donc, ça m'oblige à travailler énormément, à aller chercher les renseignements, de lire beaucoup. Voilà, les qualités, je crois que c'est ça, c'est l'organisation et puis travailleur. Et j'aimerais également vous demander si l'Assemblée nationale est un lieu dans lequel vous aimez vous rendre, ou bien ce n'est pas la partie la plus plaisante de votre travail, ou peut-être préférez-vous être en circonscription. C'est difficile de vous dire où je préfère être, parce que l'Assemblée, c'est quelque chose d'absolument
passionnant. Ces échanges, ces débats, ces rencontres, c'est extrêmement intéressant. Après, depuis le début, enfin depuis le 3 octobre, j'ai été beaucoup plus présente à l'Assemblée nationale pour différentes raisons, surtout parce que nous avions à voter les projets de loi de finances. Donc on nous demandait d'être très très présents. Et c'est vrai que là, la Circo m'a beaucoup manqué. Donc je pense que j'ai besoin c'est un équilibre entre les deux. Hein, mais alors, c'est un vrai plaisir d'aller à l'Assemblée nationale, même si par moments on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là quand les échanges sont trop virulents. Mais c'est un équilibre entre les deux. Et la circonscription, c'est aussi très intéressant. Alors, merci d'avoir répondu. Je vais demander à 2 élèves de prendre la parole qui sont dans le public. Quentin, qui est en TMCV, je ne sais pas où il est, à la recherche de Quentin. C'est toi ou toi, encore Ah, vas-y, pardon. Ah oui, elle est là, ta question. Alors, par rapport à votre ancien salaire... Attendez. Pardon. Par rapport à votre ancien salaire, avez-vous gagné en émolument? Par rapport à votre ancien salaire, est-ce que vous avez gagné ou évolué? Je vois pas la personne qui m'a posé la question, elle se cache. Voilà, merci. Alors non, je gagne, enfin j'ai gagné un tout petit peu, mais très peu par rapport au salaire que j'avais avant. Donc je n'ai pas choisi d'être député pour m'enrichir, si c'est ça la question. Non, n'exagérons pas. Mais c'est très peu enfin il n'y a pas de plus par rapport à. Je l'aurais pas fait non plus. J'aurais pas maintenu ce rythme-là pour du bénévolat non plus. Le bénévolat, je sais ce que c'est. J'ai jamais demandé à être rémunéré sur du bénévolat, mais là, non, j'aurais pas fait ça pour le bénévolat. Fleurine, à la recherche de Fleurine. Sinon, j'ai posé la question à sa place. Alors, regrettez-vous votre vie d'avant, Madame la députée? Si je vous dis non, c'est mentir, parce que. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu plaisir à être invitée pour le repas des aînés, pour le repas de Noël à l'EHPAD. Je suis extrêmement heureuse quand on m'invite. Je retrouve les résidents, je retrouve l'équipe. Je suis très contente. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce que je vis est une expérience extraordinaire. Donc, je ne regrette pas mon métier. C'est une nouvelle expérience que je ne pensais vraiment pas vivre presque à l'âge de la retraite. Mais bien sûr qu'il y a toujours un petit pincement au cœur quand je retrouve les résidents et puis les collègues de travail. Ah, elle était cachée. Alors, je remercie les élèves qui sont venus s'asseoir. Je vous laisse aller vous rasseoir. Nous allons passer aux questions diverses et d'actualité. Alors, j'invite Clément, Enora, Charlie, Clara, Jenna et Alice, tous en 1 GSP. Pour faciliter la chose, je vais vous inviter à vous passer le micro entre vous, ça évitera que je passe devant. Enzo, tac, ils vont se passer le micro entre eux. Okay, tu me passes les questions. Ouais. Ok, donc pour la 3e et dernière table ronde, 3e et dernier sujet, toutes ces questions vont se porter sur ce seront des questions diverses et d'actualité. Et donc pour commencer, on a une question de Clément. Bonjour. En quoi l'absence de majorité absolue du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale est-elle une difficulté pour la vie législative? Merci pour la question. Cette absence de majorité relative, ça nous a surtout contraints à nous réorganiser. Et donc, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Cette première partie, pour moi, ça a été une présence beaucoup plus importante à Paris, puisqu'il fallait que nous soyons très nombreux pour les votes, pour avoir cette majorité. Et donc, c'est vrai que c'est un changement, c'est une nouvelle organisation.
et toujours avec le risque d'un rejet des oppositions, quoi. Donc la prochaine question vient d'Enora. Bonjour. Avez-vous des idées pour lutter contre l'abstention qui détruit la démocratie? Comment pensez-vous que l'on pourrait remobiliser les citoyens? Alors, par rapport à l'abstention, on a l'habitude de dire que ce sont les jeunes qui ne votent pas. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une grosse abstention chez les jeunes. Mais il y a aussi d'autres personnes. Je vous laisse celui-là. Je suis très adaptable. Donc, il y a une autre catégorie aussi, ce sont toutes ces personnes qui ne croient plus en la politique. Donc, ce ne sont pas que les jeunes. Alors, les jeunes, je crois, enfin, j'ai aujourd'hui, moi, mon avis, ne sont pourtant pas si éloignés que ça de l'engagement, parce que je trouve que les jeunes s'impliquent beaucoup dans ce qui est écologie et l'environnement. Donc, c'est qu'il y a une envie de participer à des décisions politiques. Et surtout on le voit par les expressions sur Internet ou en ligne ou lors de manifestations. C'est donc il manque pas grand-chose pour que les gens retournent voter, mais peut-être que aujourd'hui le système paraît obsolète, alors que on n'a pas d'autre système, quoi. On peut peut-être faire des choses plus modernes, mais en tout cas on peut pas non plus voter de chez soi. Donc, il faut trouver la solution. Et moi, du coup, cette question, elle me donne envie de vous la retourner, la question. Est-ce que vous avez des idées pour lutter contre l'absentéisme, qui était effectivement un vrai fléau, puisqu'on le voit bien, à chaque scrutin, ça diminue de plus en plus. Même les élections qui avant étaient les élections municipales et les élections présidentielles, où on avait des participations plus importantes, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, même ces élections, il y a une abstention énorme. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de me donner la réponse? Déjà, la première, ça serait peut-être de reconnaître le vote blanc. Déjà, pour que les gens qui ne sont pas d'accord avec l'élection puissent l'exprimer. Parce que chez les abstentionnistes, il y a peut-être pas que des feignants, il y a peut-être aussi des gens qui veulent peut-être pas forcément bouger, mais en tout cas, il y a peut-être aussi des gens qui trouvent pas leur compte dans les candidats et donc qui aimeraient bien l'exprimer. Et peut-être la deuxième, c'est peut-être du coup, si jamais on reconnaît le vote blanc, rendre peut-être l'élection obligatoire aussi. Le fait d'obliger les gens à s'y intéresser, mais par contre, on reconnaît le vote blanc, on peut pas obliger les gens à s'y intéresser en ne reconnaissant pas, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une idée à proposer? Pourquoi pas prendre exemple notamment sur la politique de la Belgique, où l'abstention est entre guillemets illégale, où c'est vraiment obligatoire de se rendre, sauf cas exceptionnel. Et donc là-bas, le vote blanc est reconnu, et donc si le vote blanc est majoritaire, il n'y a juste pas de gouvernement. On a discuté de cette question lors du cours sur la démocratie et il y avait une proposition faite par les élèves qui était de pouvoir voter là où on était ce week-end-là. C'est-à-dire de ne pas nécessairement revenir dans sa commune d'origine, là où on était inscrit sur les listes électorales. Je ne sais pas si c'est des raisons administratives qui poussent à ça, mais voilà, il disait, c'est vrai que pour certains, c'est difficile de revenir quand on est étudiant, quand on est loin. Alors c'est vrai qu'il y a le vote par procuration, mais voilà, c'était une des propositions faites par les jeunes. Ok. Alors oui, parce que effectivement, le vote par procuration, c'est ce que j'allais dire, répond à ce problème quand on est en déplacement. Après, de voter de chez soi, le risque, c'est peut-être aussi de se laisser influencer. Et je crois que la procuration aujourd'hui est la solution plus sage. Par contre, pour le vote blanc, peut-être quelque chose à réfléchir. Merci en tout cas de votre participation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Il y avait la proposition aussi des Gilets jaunes sur le référendum des initiatives citoyennes
où à partir d'1 million de citoyens qui signent une signature, la loi soit proposée au Parlement. Qu'en pensez-vous? La loi, elle peut être proposée, mais il faut que proposition de loi, elle vient d'un député ou d'un sénateur, ou du gouvernement, bien sûr. Là, c'est un projet de loi, mais sinon, il faut que ce soit porté par un député ou par un sénateur. Il ne peut pas que ce soit, c'est pas une corporation ou un syndicat qui va pouvoir faire une proposition de loi. Mais ça peut très bien être récupéré par un député ou un sénateur. Pour l'instant, c'est la règle, en tout cas. C'est celle-ci. Et peut-être dans le cas d'inclure plus facilement les citoyens, peut-être les solliciter plus avec un référendum ou sur n'importe quelle question, on leur demande, et peut-être que du coup ça leur donnera le goût d'aller voter et qu'ils s'impliqueront plus ensuite dans la vie politique pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Alors, un référendum, c'est pas simple à organiser. On ne peut pas faire pour tout et n'importe quoi. Mais par contre, vous pouvez aussi vous rendre aux réunions qui sont faites par les politiciens, quelqu'un qui a une idée, et aller en débattre avec la personne qui est candidate. Je crois que c'est aussi une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une idée à proposer concernant ce sujet? Non? Personne? Si? Ok. Bah, si vous voulez, c'est le moment. Hein. Ok, bon, bah, on va passer à la prochaine question qui vient de Charlie. Pensez-vous que le Premier ministre a trop utilisé l'article 49.3? Alors, juste, c'est pas le Premier ministre, mais la Première ministre. Et le 49.3, c'est un outil constitutionnel. C'est un engagement de responsabilité du gouvernement. Là, ce qui a été utilisé cette fois-ci, c'est à l'occasion des votes de proposition de loi de finances. Alors, la proposition de loi de finances, c'est voter un budget pour que vos enseignants, vos professeurs soient rémunérés. C'est le budget de l'État qui permet de rémunérer les fonctionnaires. Donc, si cette loi ne passait pas, les enseignants, vos professeurs n'auraient pas été rémunérés. Alors, c'est toujours dommage d'utiliser peut-être cet outil, mais il est indispensable quand vous avez des groupes politiques qui arrivent au moment des propositions de loi et qui disent « quoi qu'il arrive, on ne votera pas ». Donc, ça a été le cas. Nous avions des partis extrêmes qui sont arrivés en disant « on ne votera pas ces budgets ». Donc, à un moment, eh bien, il faut clore le débat, il faut passer au vote, et ça a été c'est dans ce cadre-là qu'on utilise le 49.3. Donc je ne pense pas qu'elle l'ait utilisée abusivement, parce que même pour nous, c'est pas agréable. Hein. On discute, on est en train de discuter et apporter des amendements. Il y a eu des évolutions de discussion, et à un moment, ça s'arrête parce qu'on peut plus discuter, puisqu'il faut passer au vote pour que les fonctionnaires puissent être rémunérés. Merci. Donc la prochaine question venait de Clara. Vous faites partie de la Commission des Affaires étrangères. Que pensez-vous de l'implication de la France dans le conflit Ukraine-Russie? Alors, la Russie a donc déclaré la guerre en toute illégalité contre l'Ukraine. Donc la France, dès le premier jour du conflit, s'est engagée je dirais pas dans ce conflit, mais s'est engagée à protéger, à venir en aide, à l'Ukraine. Tout simplement pour sécuriser, c'est la France avec tous ses partenaires européens, pour protéger l'Europe, puisque l'Ukraine est vraiment à la porte de l'Europe, et aider aussi un peuple qui était en difficulté à tous les niveaux, un besoin alimentaire, un besoin, des besoins quotidiens, et donc, la France s'est engagée à apporter ses soutiens en envoyant des vivres et des couvertures, des vêtements en Ukraine. L'accueil aussi des familles ukrainiennes que nous avons reçues en France et dont l'État a apporté des aides pour ces familles. Mais c'est indispensable, on ne peut pas laisser ce peuple sans aide. Est-ce que c'était ça le sens de votre question ?
Donc la prochaine question venait de, désolé si je prononce mal le prénom, Jenna. Ok. Êtes-vous en accord avec la proposition de loi sur la réforme des retraites? Oui. C'est une réforme qui me semble juste. C'est une réforme de solidarité. Aujourd'hui, en fait, le système de retraite, c'est une retraite par répartition, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui travaillent financent les personnes qui sont en retraite. Il y a quelques années encore, nous avions 4 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 pour 1 retraité. Dans quelques temps, on va être déficitaire. On n'aura plus assez d'actifs. C'est en fait on demande un effort, effectivement, à tous les Français. Et je peux vous assurer que on ne prend aucun plaisir à faire cette réforme. C'est pas pour le plaisir du gouvernement, c'est pas pour le plaisir des députés. C'est simplement pour sauver ce système qui, d'ailleurs, vous concernera dans quelques temps. Si on ne sauve pas ce système, vous n'aurez pas de retraite. Donc, moi, je suis d'accord pour la réforme, d'autant plus que dans cette réforme, on tient compte des carrières longues, parce que je crois que ce que vous entendez dans la rue aujourd'hui, c'est on partira de plus en plus tard à la retraite. Alors oui, on demande un effort, c'est sûr, puisque c'est 43 annuités, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. Mais par contre, les personnes qui vont démarrer à travailler, qui auront démarré à travailler à 16 ans, ou à 18 ans, ou à 19 ans, partiront toujours en carrière longue. Une fois qu'elles auront leurs 43 annuités, elles pourront partir à la retraite. Nous avons aussi pris en compte la pénibilité au travail. Et là, vraiment, c'est une définition beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Donc, les métiers qui vont être définis comme métiers pénibles vont permettre aussi aux gens de partir à la retraite plus rapidement. Donc, je crois que c'est une réforme juste. Par contre, c'est un effort, effectivement, pour ceux qui travaillent. On leur demande encore de travailler un peu plus longtemps. Merci beaucoup. Et donc, la prochaine question venait d'Alice. Avez-vous l'impression qu'il y a un plafond de verre en politique? Oui, le plafond de verre, c'est l'écart entre la possibilité, par exemple, pour les femmes, je vais prendre juste l'exemple des femmes, d'accéder à des postes hiérarchiquement importants. On sent qu'effectivement, il y a encore plus de possibilités pour les hommes. Dans les grands, on a très peu de femmes préfètes, très peu de femmes ambassadeurs. Mais par contre, nous avons un bel exemple. C'est Madame la Première ministre. Monsieur Macron a donc nommé une femme. Je crois que la dernière femme, ça devait, en tant que Première ministre, je pense que c'était Édith Cresson et c'était en 92. Donc on a un bel exemple aujourd'hui pour la promotion de Madame Borne. Ceci dit, il y a quand même des lois qui sont plutôt en faveur. Ces lois qui ont été votées pour les inégalités entre femmes et hommes, c'est aujourd'hui le support pour permettre d'arriver à des postes importants pour les femmes. Mais malgré tout, même quand ces femmes sont à des postes hiérarchiquement importants, souvent on se rend compte aussi qu'elles sont moins bien payées. Donc il y a encore cette bagarre aussi à mener. Donc courage les femmes, on va y arriver. Donc, la prochaine question venait de Manaos. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le prénom. C'est peut-être un nom de famille. C'est bon. Bon, du coup, bonjour. Ma question, elle a déjà été prise par Charlie, mais je voulais savoir, par rapport à la réforme des retraites, on sait que l'État leur donne plusieurs milliards à des grosses entreprises et aussi qu'on pourrait peut-être par exemple taxer les plus grosses fortunes de France pour répondre à ce déficit dont vous avez évoqué, que vous avez évoqué plutôt. Alors, le principe de la retraite aujourd'hui, c'est 1 euro travaillé, 1 euro pour la personne retraitée. Donc rien à voir avec le système que vous proposez. Par contre, ça n'empêche que peut-être que pour d'autres raisons, les dividendes des grandes entreprises,
Il y a peut-être autre chose à faire, je le conçois. Mais pour la réforme de retraite, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, l'euro pour le retraité, il est prélevé sur la cotisation de travail. On ne peut pas changer. Ça veut dire refaire tout un système et c'est pas le principe. On avait une autre question. Que pensez-vous de Noël Le Graët, ancien dirigeant de la Fédération nationale de football, sachant que le football a une dimension politique, à propos au sujet des propos qu'il a tenus sur Zidane et à ses accusations de harcèlement sexuel? Donc c'est deux questions en fait. Par rapport à ses propos pour Zinedine Zidane, je crois qu'effectivement Zinedine Zidane est un personnage respectable, donc je pense que les propos étaient très malvenus et complètement inadaptés. Je suis d'accord avec vous. Après, pour ces accusations de harcèlement sexuel, moi je fais confiance à la justice. Je ne suis pas juge, c'est pas à moi de dire si c'est vrai ou pas vrai, j'en sais absolument rien. Par contre, si effectivement les faits sont avérés, j'ai confiance dans la justice, je pense qu'il sera condamné et jugé. Ou jugé et condamné, pardon. Merci beaucoup. Donc la prochaine question venait d'Elouane. Alors en réalité, j'en ai deux. Je vais commencer par la première. Est-ce que ça vous arrive de faire des groupes de travail avec des membres de l'opposition et donc de faire des compromis et trouver des points de convergence? Oui, bien sûr. C'est l'objectif de nos commissions. Dans nos commissions, tous les groupes sont répartis. Donc il y a des discussions et on essaie effectivement de trouver des compromis et d'arriver sur des consensus. Donc c'est pas évident parce que chacun défend sa pensée. Mais c'est le but des commissions et il y a énormément d'échanges. Contrairement à ce que vous pouvez voir à l'hémicycle, dans les commissions, c'est beaucoup plus serein. On prend le temps de dialoguer, le temps d'échanger, on respecte les pensées et les avis de chaque personne. Et effectivement, on arrive quelquefois justement à des compromis. Enfin, je dirais pas des compromis, je dirais plutôt des consensus. Et du coup, ma deuxième, c'est que diriez-vous à un jeune qui voudrait s'investir dans la politique et qui voudrait devenir député ou élu? Allez-y, foncez. Il faut y aller. Alors, avant d'être candidat, mais on a de très jeunes candidats députés. Je crois que le plus jeune, il a quel âge? 21 ans. Donc, vous voyez, c'est bon, là, vous pouvez vous y préparer. Avant d'être... au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je ne pensais pas que ça m'arriverait en fin de carrière, mais j'étais adjointe aux affaires sociales à la ville de Dinan avant. Mais en tant que députée, ce qu'il faut surtout déjà, c'est avoir un engagement dans la vie sociale. Je crois que la première des choses, c'est ça. Moi, j'ai été... bénévole au Festival de Brutal, je sais pas, ça doit bien faire, je sais pas, plus de 30 ans. Donc, j'ai été toute jeune. Enfin, je veux dire, il faut et l'envie de partager quelque chose, rechercher un esprit d'équipe. Et ça, vous verrez qu'après, ça vient naturellement. Je crois que commencer par un engagement dans la vie sociale. Il y a tellement de choses à faire. Ça peut être des associations caritatives, des associations culturelles. Il y a énormément de choses. Je crois que c'est ça qui amène à l'envie aussi de s'investir. Et naturellement, on s'investit aussi, parce que c'est déjà une part d'investissement dans la vie politique. Donc, allez-y, engagez-vous. Moi, je vois aussi autour de moi beaucoup de jeunes investis et je pense que c'est une bonne idée. En plus, c'est là où vous avez justement aussi la liberté d'expression, c'est de pouvoir interroger, participer, proposer. Donc allez-y, faut vous investir. Après, la vie de député, je trouve que quand on a aussi un peu d'expérience de vie active, c'est peut-être pas mal quand même. Encore merci beaucoup d'avoir voulu répondre à d'avoir accepté de répondre à nos questions. La prochaine venait de Yoni et on touche presque à la fin.
Eh bien, tout d'abord, bonjour. Donc, moi, je souhaiterais savoir quel est votre positionnement sur le harcèlement scolaire. Alors, si j'ai vu des choses évoluer par rapport au harcèlement scolaire. Il y a un numéro vert aujourd'hui, mais c'est encore insuffisant puisque on a encore l'expérience de ce jeune il y a quelques jours, et d'ailleurs avec qui j'ai une pensée pour toute la famille, parce que je pense que ça doit être tellement terrible en tant que parent de se réveiller un matin et de voir que son enfant a été capable de mettre un terme à sa vie parce qu'il y a un harcèlement scolaire. Alors, j'ai la chance, je crois, de ne pas avoir vécu ça avec mes filles. Parlez. Ne restez pas dans votre coin sans en parler. Et je pense que vous pouvez aussi être témoin peut-être de choses et parler. Et venez au secours. On ne peut pas accepter le harcèlement scolaire. C'est pas possible, quoi. Enfin, et je n'imaginais pas que ça puisse être aussi virulent jusqu'au moment où une de mes collègues de travail m'a raconté ce que sa fille vivait. Et je n'avais pas imaginé que ça puisse être aussi violent. Par chance, à un moment, elle a osé en parler à ses parents. Donc parlez, ne gardez pas ça et restez pas, ne cautionnez pas du harcèlement scolaire. Un beau message pour juste avant la dernière question, avant de passer aux questions du public. Donc elle vient de Marin. Tout d'abord, bonjour. Moi, ma question, c'était est-ce que, comme Madame Vacron, vous êtes en accord pour le port de l'uniforme scolaire au lycée? Est-ce que vous pensez réellement que ça pourrait faire diminuer les problèmes de critères sociaux, etc. Alors, oui, j'ai vu que Mme Macron s'était exprimée. Nous avons voté contre il y a quelques jours. Il y avait une proposition de loi qui allait dans ce sens-là et nous avons voté contre. J'ai voté contre. Je déplore les rivalités, les concurrences sur les marques. Ça, par contre, je l'ai connu avec mes filles, donc je sais ce que c'est. Je trouve ça détestable. Mais pour autant, je crois que liberté, par contre, aux établissements qui souhaiteraient qu'il y ait un uniforme, pourquoi pas, et dans ces cas-là, mais imposer aux familles aujourd'hui que tous les enfants aient le même uniforme, non, je suis contre. Donc merci Madame la députée d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Je vais maintenant donner la parole à certains membres dans le public qui souhaiteraient poser des questions plus spontanées, qui n'ont pas été préparées. Puis après on passera à une séance photo avec chaque professeur et chaque classe. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Ouh là là, il y en a beaucoup. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, d'ici par exemple, aujourd'hui, dans 15 ans peut-être, il y aura une femme présidente? Moi, je le souhaite. Justement, ça, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure du plafond de verre, mais bien sûr, pourquoi pas? Enfin, une femme est tout à fait capable d'être présidente. Par contre, je ne crois pas que les Français soient encore prêts à voter pour une femme, ce que je trouve regrettable. Mais on a eu quelques expériences et on voit bien que c'est pas, peut-être pas encore dans la. Mais je ne désespère pas. Je vois quand même de plus en plus de femmes mères. Et on voit de plus en plus de femmes s'investir dans la politique. Donc pourquoi pas? J'aimerais bien. Bonjour madame, j'aimerais avoir votre avis sur une chose, ça concerne la pandémie du Covid-19. Comme vous pouvez le savoir, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été en forte difficulté durant cette pandémie, notamment les entreprises du spectacle, et c'est pas forcément les entreprises qui ont été le plus aidées par l'État. Si on regarde la restauration, qui ont reçu quand même un assez bon nombre d'aides, et si on regarde justement le secteur du spectacle, qui a été énormément en difficulté, il y a des boîtes qui ont fait faillite, ça a été très compliqué. Et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, sur la répartition des aides que l'État a fait. Alors, moi, j'étais pas en poste à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas vous répondre. Mais je crois quand même que la France a été un pays qui a énormément soutenu ces entreprises. Peut-être pas suffisamment au niveau du monde du spectacle. Je ne saurais pas vous répondre. Après, les salariés ont tous pu bénéficier du chômage, ce qui était quand même pas
tout ça a quand même été pris en charge. Ça a coûté des milliards à la France, elle a accepté, elle a aidé du mieux qu'elle a pu. Après, peut-être pas suffisamment au niveau du monde du spectacle, je ne peux pas vous répondre. Justement, oui, au niveau des salariés, il y avait beaucoup d'aide, mais la grande difficulté, justement, c'était au niveau, vous savez, de l'auto-entrepreneuriat. Et là, forcément, c'est compliqué. Si on est au statut d'intermittent, c'était plus évident, il y avait beaucoup d'aide, mais justement, pour les sociétés qui étaient au statut d'auto-entrepreneuriat, c'était compliqué. Oui, puisqu'en fait, les aides étaient basées sur les revenus. Et donc, les revenus N-2, si je me souviens bien. Donc, si effectivement, ces entreprises dont vous parlez n'avaient pas les revenus nécessaires, n'ont pas forcément reçu les aides. C'est sûr que de toute façon la pandémie du Covid, ça a été c'est une catastrophe. Je pense que pour autant le gouvernement, enfin l'État pardon, a vraiment essayé de répondre du mieux qu'il a pu. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu des failles, c'est clair. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, bonjour. Je voulais savoir quel regard portez-vous sur la justice française actuelle et pensez-vous qu'elle soit réellement juste et peut-elle être perfectionnée? Alors, oui, la justice, elle est juste. Elle est juste parce que il y a la séparation des pouvoirs. Les magistrats n'ont pas de pression pour juger les personnes. Ce qui peut peut-être, là où ça pourrait peut-être être amélioré, enfin c'est peut-être ça dont vous voulez parler, c'est la lenteur peut-être de la justice, même si on vient encore de voter des nouveaux moyens, je pense qu'effectivement, il y a un manque de moyens et que ça, on peut effectivement regretter la lenteur de la justice parfois, et parfois même que les peines n'ont pas été exécutées. C'est encore des choses aussi qui sont à améliorer. Mais par contre, je pense que la justice, elle est juste. Alors, Madame la députée, je vais me permettre de compléter la question. Est-ce que vous pensez que les sanctions qui sont prises, donc je n'ai plus le terme exact, mais les sanctions qui sont prises en compte, donc pour les différents crimes ou affaires, elles sont justes et elles sont à juste valeur en fonction du crime? Si je prends un exemple, quelqu'un qui va voler une voiture, aujourd'hui, peut prendre plus qu'une personne qui a fait une agression. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réajuster justement ces peines? Je partage pas. Je pense qu'aujourd'hui, les sanctions, elles sont définies et la personne qui prend la mesure de cette sanction, c'est à mon avis vraiment en fonction du crime posé, du crime réalisé. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Bonjour, j'avais une question sur l'hôpital public, notamment sur un sujet de notre circonscription que je posais au niveau national. Il y a l'hôpital de Dinan et de Saint-Malo qui vont fusionner, et donc je me posais, qu'est-ce que vous pensez de la fin des hôpitaux de proximité sur le terrain national? Et donc je crois que j'ai une amie qui a aussi une question sur l'hôpital public. Ce serait pour savoir, que pensez-vous du budget insuffisant alloué par le gouvernement aux hôpitaux publics qui causent des burn-out ou des manifestations dans les hôpitaux? Alors, je vais répondre déjà la première question. L'hôpital de Saint-Malo-Dinan, ce n'est pas une fusion, c'est un GHT, c'est un groupement. Et en fait, alors, je pense que vous faites allusion au nouvel hôpital qui est en projet, d'accord. Donc, ce n'est pas une fusion, hein. C'est que les deux hôpitaux vont être maintenus, que ce soit Dinan-Saint-Malo, avec des réorganisations. Hein. Je pense à Dinan, où il est prévu que les services de rééducation, par exemple, arrivent à Dinan et ne soient plus à Saint-Malo. Et par contre, ce nouvel hôpital va être un plateau technique. Un gros hôpital technique pour faire concurrence, voilà, on va dire le mot, pour faire concurrence à Rennes ou à Saint-Brieuc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une forte population qui s'en va vers Rennes, vers Saint-Brieuc. Donc l'idée, c'est que on maintienne ces populations, mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas la capacité, justement par rapport aux moyens, de refaire ce même plateau sur Dinan et ce même plateau sur Saint-Malo. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très performant pour qu'on retienne la population et pour répondre aux besoins des gens, qu'ils n'aillent pas sur Rennes ou qu'ils aillent pas sur Saint-Brieuc. Donc voilà. Par rapport au manque de moyens, oui, aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré les sommes allouées,
on n'a pas forcément la capacité à fonctionner correctement. Alors, je ne suis pas sûre que le burn-out soit dû à ce manque de moyens. C'est une perte du sens du métier. Et là, je peux en parler puisque je suis moi-même de formation infirmière. Je vois ce que les personnes vivent, que ce soit à l'hôpital, dans les EHPAD. Aujourd'hui, on a perdu le sens du métier. Donc, il y a quelque chose à réinventer, mais je ne suis pas sûre que ce soit dû qu'à des moyens. Ma réponse serait, même si on amenait des millions en plus, je ne suis pas sûre que le problème serait réglé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien ça gagne une députée et si vous avez d'autres avantages que ce que vous aviez, enfin que votre travail d'avant, d'autres avantages en étant député en fait. Au niveau indemnité, je suis aux environs de 5 000 €. Donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, mais rapporté à 35 heures par semaine, ça ferait beaucoup, mais à 70 heures par semaine, ça fait pas beaucoup. Quant aux avantages, j'ai des indemnités de transport, hein, mais ce ne sont pas des avantages, c'est vraiment des frais qui sont produits, quoi. J'ai pas d'avantages autres. Il y a quelqu'un qui veut la main. Oui, désolé. Ça marche. Okay. Si ça vous va, cet échange informel, c'est intéressant aussi. Allô? Oui. Ouais. Avez-vous déjà été en relation avec Monsieur Macron? En lien, quoi. Alors, non, je n'ai pas encore rencontré Monsieur Macron. J'ai eu la chance de déjeuner à l'Élysée, mais avec ses conseillers. Je n'ai pas rencontré Monsieur Macron encore. Merci beaucoup. Que pensez-vous et est-ce que ça serait possible dans une durée courte, dans pas très longtemps, d'avoir des protections hygiéniques gratuites comme il y a eu pour les préservatifs? Oui, mais je crois que ça existe déjà à l'intérieur du lycée, normalement. Hein, enfin, je pense qu'il y a cette possibilité-là. Et dans certains endroits, je ne saurais pas vous donner tous les endroits, mais ça, on pourrait, à la limite, on pourrait vous le retransmettre. Mais il y a des endroits où vous pouvez les avoir gratuitement. Et, mais en tout cas, dans les lycées, en tout cas, oui, c'est à disposition des étudiantes. Je vais donner la parole à M. Léo. Peut-être vous voulez faire un commentaire sur cette question, sur les dispositifs au sein du lycée. Avec plaisir. Non, il y a des choses qui sont mises en place. Hein. Il faut, notamment avec les CPE, il y a un certain nombre de... Non, vous n'êtes pas d'accord? Ça va être peut-être une idée de projet de loi, proposition de loi, pardon. Parce que pour l'instant, non, je ne crois pas qu'on ait... non, il n'y avait rien eu de fait. On a... Alors, vous avez peut-être une idée derrière la tête, là, quand vous avez déjà envie de nous proposer quelque chose, peut-être. C'est pas le même usage.
micro pour résumer. Je vais résumer ce que tu viens de dire si ça te dérange pas. Donc je me décale par rapport à la caméra. Pourquoi les protections ne sont pas gratuites, sachant que tout ce qui va être préservatif masculin, tout ça est gratuit aujourd'hui, sachant que des femmes sont encore dans la précarité, qu'elles soient étudiantes ou non, hein. Voilà, en globalité, est-ce que ça serait pas une future loi à faire comme les préservatifs? Je vous donne la parole. Vous imaginez le budget? Mais par contre, pour les étudiantes, effectivement, je crois que pour les personnes les plus en difficulté, je veux dire au niveau financier, il y a certainement des solutions, mais on ne peut pas envisager ça au niveau national. Enfin, je ne porterai pas cette proposition de loi, du coup. Je ne vais pas me faire lyncher à l'Assemblée nationale. Mais pour les plus jeunes ou pour les personnes en grande difficulté, alors entre autres, je sais qu'au niveau du CCAS de Dinan, par exemple, on en met à disposition aussi pour des femmes en difficulté. Alors, 2 dernières questions. Bonjour madame, je voudrais juste savoir votre avis sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron lors de son dernier quinquennat. Il n'a pas été respecté et je voudrais juste savoir si c'est une question vraiment importante au sein de l'Assemblée nationale et comment vous comptez améliorer cela. Je crois qu'il y a une vraie volonté. Sur ce nouveau quinquennat, il y a quand même 2 nouveaux ministères. Enfin, il y a un ministère transition écologique et un ministère transition énergétique. C'est que le problème est vraiment pris à cœur. Nous avons récemment énormément travaillé sur tout ce qui était énergie renouvelable pour justement pallier à tous ces phénomènes et de réchauffement climatique et d'écologie. Maintenant, c'est un énorme travail. Par contre, je crois que c'est une priorité dans le quinquennat de M. Macron. Donc on va forcément avoir de plus en plus de propositions. Là, il y avait des priorités. On va revenir sur ces décisions. Mais c'est une priorité. Oui. Mais c'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien de fait, on y est, on y va. Mais il y a un énorme travail, hein. Franchement, là, on a des années de retard. Merci Madame la députée pour ces réponses. Une dernière question, j'aimerais donner la parole, il y a plusieurs professeurs présents dans la salle. Est-ce qu'un de vous aurait une question, Monsieur Bourrien, Madame Maurice? Est-ce qu'un de vous aurait une question à poser à Madame la députée, Monsieur Lantoine? Est-ce que vous êtes bien accueilli? Moi, j'ai senti un super accueil, hein. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. C'est vrai que je suis plus habituée à des populations plus âgées lors des débats, lors des échanges, et que ça fait vraiment du bien. Et je vous remercie. Je vous remercie pour toutes vos questions. Des questions qui avaient été préparées et des questions spontanées. Je trouve ça très agréable et... c'est formidable. Tant mieux. Ça laisse la porte à l'opportunité aussi de pouvoir s'exprimer. Et puis, voilà, moi, je suis toujours à votre disposition. Vous êtes, on peut aussi vous dire qu'on a une permanence à Dinan. Si vous avez envie, si vous avez des nouvelles questions ou par mail, vous pouvez m'envoyer vos questions. Je tâcherai d'y répondre. Merci Madame la députée. Donc on va procéder du coup à une petite séance photo. Je vous invite à rester assis. Vos professeurs vont se lever. Vous allez pouvoir vous avancer sur scène. Les élèves assis, vous allez pouvoir aller vous asseoir. Excusez-moi, on vous a un peu oublié. Je vous invite, juste avant de faire les photos, à applaudir Madame la députée pour cette conférence. Elle a remercié sa venue. On coupe le...